Pour moi, Africa numéro 1, Africa Radio, c'était vraiment extrêmement Il y avait une arme, c'était vraiment central. Aujourd'hui, la radio, elle a perdu son âme. Donc, je ne sais pas, parce qu'il faut savoir que nous sommes toujours dans une période de discussion avec les autorités françaises sur le plan juridique. Donc, il y a des éléments que je ne peux pas évoquer ici. Mais ce qu'il faut dire que ça a été quand même un moment assez difficile. Assez difficile. Pourquoi ? Parce que j'ai fait confiance à la nouvelle direction. J'ai fait confiance aussi à certains collaborateurs qui, ma foi, ont eu à fomenter, parce que j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose qui se tramait derrière, parce qu'on était en train véritablement d'essayer de me pousser à partir. Aujourd'hui, je me fais toute petite parce que je reçois un baobab, je reçois un monument, je reçois un pape, je reçois un lion, je reçois une panthère. Je reçois l'homme qui a donné la chance. Je ne peux même pas citer le nombre de personnes qui l'a accompagné, qui l'a aidé, qui l'a porté, qui l'a soutenu. Je ne peux pas compter le nombre de personnes qui sont passées entre ses mains. Parce que moi, j'en fais partie. C'est la raison pour laquelle je ne peux même pas... entre nous, je vais quand même vous dire quelque chose, ça reste entre nous, vous voyez. Je vais comme ça parler de Salah Ndigatkou qui est à TV5. Je vais parler de Gladys qui est sur Africa Radio. Je vais parler de moi-même qui vous parle. Je peux citer les maquilleuses, je peux citer les techniciens, je peux citer les auteurs, les chefs d'entreprise que ce monsieur, ce grand homme a accompagné. Et parfois, quand je parle de lui, il y a un cri qui revient. Waouh, 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 waouh. Bonsoir, Philo. Bonsoir, c'est la vie. Oui, c'est un plaisir de t'avoir. C'est un plaisir partagé, merci. Je vois qu'on se diversifie à travers ce type de rencontre et vraiment, c'était un plaisir de venir me compter parmi les téléspectateurs. Je suis un peu intimidée. Tu sais, tu es quand même mon boss, tu vois. C'est grâce à toi que j'ai travaillé à Africa Radio. Grâce à toi, j'ai travaillé sur Télé Sud quand tu y étais à l'époque. Et il n'y a pas que moi, Phil. Il n'y a pas que moi que tu as soutenu. Il n'y a pas que moi que tu as accompagné. Et je vais d'abord te laisser te présenter à nos téléspectateurs. Et puis, c'est un rendez-vous sur Quotient Live. On parle de tout, on parle de rien, et c'est terre à terre, c'est comme à la maison. D'accord, ok, comme à la maison. Que dire, Phil Pambou, plus connu sur le nom de Phil le Montagnard, qui est mon personnage radiophonique, qui a démarré dans la FM librevilloise au Gabon, avant de s'installer à Paris, bien évidemment, dans un parcours assez riche de près de 25 ans. Dans l'espace audiovisuel, que ce soit en Afrique ou en France. Mais en France, ça a duré quand même 23 ans en France, donc ça m'a permis de pouvoir, comme tu disais à l'instant, accompagner notre diaspora dans son ensemble, à travers notre symbole radiophonique qui est Africa numéro 1, qui est devenu Africa Radio en 2019, qui reste justement cette voix des sans-voix, qui a permis notamment de découvrir des talents à travers le continent et à travers la diaspora. À travers les continents, à travers toi. Il faut pas. Je sais que tu es modeste, mais il faut l'avouer. Ce n'est pas parce que je me rappelle, je t'avais appelé, j'ai dit voilà, Phil, est-ce que tu as un créneau pour moi pour faire des chroniques et tout. Tu as accepté. Il y a des personnes qui conditionnent les artistes ou les chroniqueuses et tout. Je n'ai pas été confrontée à ça et je te remercie. Il n'y a pas que moi. Il y a Salah qui est venu, il était stagiaire, tu vois. Grâce à toi, il a intégré Africa Radio. Par la suite, il était chez Télé Sud, puis aujourd'hui TV5. Donc, je ne veux pas que ne sois pas modeste. Zéro humilité. La modestie est ma nature. Donc, il faut savoir que j'ai toujours voulu mettre en lumière des talents. À l'époque, comme tu le disais, j'étais pas pris dans mon équipe parce que tu me l'avais demandé. C'est parce que j'avais décelé déjà en toi ce travail. C'est la vie. C'est une actrice qu'on regardait déjà au Cameroun. Donc on voyait déjà le travail que tu apportais à notre diaspora. Lors des matins d'été qui étaient un peu
le laboratoire qui me permettait chaque mois de juillet de déceler au cours de la saison des talents, des personnalités, que ce soit du monde de l'entrepreneuriat ou des artistes, etc., que j'ai eu l'occasion d'accompagner. Donc je pouvais, ma foi, à travers cela, tirer des talents, comme tu as cité Salah, bien évidemment, et bien d'autres, qui aujourd'hui ne sont peut-être pas aussi visibles, mais qui ont concouru justement à l'émancipation et surtout à la grandeur de cette radio. Je veux un peu que tu nous parles de ton parcours. Je sais que tu fais un peu, je sais que tu es un homme, tu as l'aura, tu parles, tu as l'art oratoire, mais tu es aussi comédien. Donc aujourd'hui, lâche-toi. Bon, tu veux que je te parle je veux que tu me parles comme on parle à la maison. Comme on parle. Ne parle pas comme au pays. Oui, comme au pays, comme un Gabonais, comme à la maison. Donc laisse-le. Non, mais bon, faut dire que je suis rentré dans le monde des médias tout à fait par hasard. Parce que depuis le banc de l'école, j'étais au lycée national Léon Bas, qui est l'un des plus grands lycées qui a vu naître des grands talents, que ce soit politiques, artistiques et autres, au Gabon. Quand on parle du lycée national Léon Bas, on sait que c'est un grand lycée à Libreville, au bord de mer d'ailleurs. Et les week-ends, j'accompagnais des amis. C'était un groupe de rap, on les appelait Conscience Noire. On est à la fin des années 90, donc on est entre 97 et 98. Et il faut dire qu'à la base, c'est vrai qu'au niveau de la diaspora, on a découvert un fil de montagnard dans le monde artistique afro, mais à la base, j'étais plutôt afro-américain. Ah oui. C'est-à-dire, j'ai grandi dans la culture musicale. J'ai grandi dans la culture musicale afro-américaine parce que, bon, j'avais quelques connexions à New York, à Los Angeles, où j'étais souvent au fait de l'actualité musicale américaine, où je recevais des magazines comme Vibe Magazine, comme The Source. Ce sont des magazines références aux États-Unis de hip-hop. Et j'accompagnais des amis. Et un jour, on m'a justement, un des membres de l'équipe de ce groupe de rap, qui avait une émission de radio. Et c'était des amis, Conscience Noire. Donc, je les accompagnais, on était là. Et un jour, l'un des membres de l'équipe qui donnait les infos n'était pas présent. Ah oui. C'est comme ça qu'au pied levé, on m'a dit « Phil, toi, tu nous parles des Américains, tout ça. Bon, viens un peu parler des Américains. » Est-ce que tu peux un peu être américain? Voilà, exactement. Et comme par hasard aussi, ce jour, j'avais entre les mains, parce que bon, il faut dire que quand j'étais plus jeune, bon, j'étais très plongé. Lorsque certains se battaient pour acheter la dernière paire de basket, moi, je voulais avoir le dernier CD du rap. Donc, c'était la culture un peu au lycée, parce que souvent au lycée, comme on porte la même tenue, c'était blanc-bleu. Et moi, je voulais toujours avoir le dernier disque, le dernier CD. Pour être à la page. Pour être à la page de la musique. Et certains, c'était avoir la dernière paire de baskets. Moi, c'était le contraire. Chacun ses projets. Voilà, exactement. Et ce jour-là, c'était un dimanche, donc j'ai eu l'occasion... Non, un samedi, pardon. J'ai eu l'occasion donc de remplacer la personne qui était absente. En fait, tu as fait comme l'histoire. Moi, je raconte toujours l'histoire d'Eto et Job. Ouais. Job avait eu la diarrhée. On a demandé à Eto de le remplacer. Eto est calé jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est à peu près la même chose. Non, pas du tout. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est assez drôle parce que c'est quelque chose, quand j'y pense encore, je suis un peu dans l'émotion. Lorsque la direction de cette radio, parce que à la base, c'était une radio à connotation politique extrême, qui combattait le régime d'Omar Bongo. Ça n'avait rien à voir avec... C'était pas une radio musicale, c'était une radio politique. Radio Soleil, c'était une radio qui dénonçait les maux qui minaient le Gabon à cette époque-là. Et moi, je partais là-bas un peu, on va dire, en cachette, parce que mes parents n'étaient pas informés de justement ce que je partais faire les dimanches ou les samedis, parce que c'était le samedi ou le dimanche qu'on avait ces programmes-là. Et donc, j'ai remplacé au pied levé un des membres de l'équipe qui n'était pas présente. Et la direction m'a écouté. Et m'a dit, mais c'est qui ce jeune homme il faut qu'on le rencontre. Je trouve qu'il s'exprime bien, qu'il a quelque chose qu'il peut apporter. Donc, l'information est passée, mais seulement les membres de l'équipe, aucun membre de l'équipe m'a donné l'information. Ils ont caché la jalousie. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui se dessinait pour moi. Et comme on était, parce que je pense qu'à l'époque, j'étais en classe de 3e, donc, à l'époque, il fallait en préparer le BEPC. On était jeunes, tu vois. Donc, on préparait les examens. Donc, j'avais arrêté
de partir à cette émission-là. Et l'un des membres de l'équipe que j'ai croisé me dit, mais Phil, on te cherche, il y a le patron de la radio qui te cherche. J'ai dit, comment ça? Mais tu n'es pas au courant qu'on te cherche? J'ai dit, mais non, je ne suis pas, personne ne m'a informé. Voilà. Non, mais il faut que tu ailles. Absolument, si tu as le temps cet après-midi, va à la radio, va voir le patron, il veut te rencontrer, comme il n'a pas ton numéro de téléphone, il souhaite absolument te recevoir. Et est-ce qu'il y avait les téléphones à l'époque là? Il n'y avait pas de téléphone. C'était pas comme... Voilà, à l'époque, il y avait... Tu partais au taxiphone, tu attends. Exactement. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis parti, parce qu'il faut savoir que j'habitais au lycée. J'étais au lycée national Léomba et j'habitais dans le lycée. Parce que mon oncle, enfin, mon défunt oncle était surveillant général. Et il faut savoir que c'était une période aussi un peu en crise d'adolescence et tout ça. Donc, mes parents avaient décidé que soit plus discipliné. Il va aller là-bas, il va aller au lycée et puis il va vivre là-bas. Donc, j'ai décidé d'aller le jour même. Et M. Virginius Makaga, qui est guadeloupéen, qui était marié avec une Gabonaise d'ailleurs, et qui... mais Monsieur Pambou, on vous cherche depuis un moment, comment ça se fait? On n'a pas de nouvelles. Vous êtes passé il y a 2 semaines ici et j'ai demandé de vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous faire des propositions? C'est comme ça que c'est parti. Et j'ai été testé et puis... Et comme ça, la passion, elle est vraiment rentrée. Et il y a eu un enchaînement derrière, c'est-à-dire j'étais à cheval entre l'école et bien évidemment la carrière de journaliste animateur. Comme on dit, la banane qui doit mûrir doit toujours mûrir. La Absolument. Banane qui va mûrir doit toujours... Alors ça, c'est vraiment les bases, parce que là, je vous ai donné vraiment en exclusivité, quand je dis vous, je parle de ceux qui regardent, en exclusivité un peu ce qui est dans mon livre autobiographique, où je raconte justement cet épisode-là. Bon, c'est vrai que je ne suis pas rentré en profondeur, mais tout a démarré là, vraiment, sur le banc de l'école. Et ça a été très, 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 très important parce qu'il y a eu des moments aussi un peu d'hésitation. Il fallait également faire le choix entre venir. Il était question que je parte dans le sud de la France, à Perpignan, dans une école de journalisme. Et moi, j'avais déjà ce parcours et je voulais absolument commencer à travailler. En fait, je voulais travailler, c'était plus fort que moi. Je me suis dit, si je pars, j'étais dans mon ascension radiophonique parce que après ça, il y a eu des enchaînements, c'est-à-dire Nostalgie Libreville, il y a eu Radio Mandarine, Nostalgie. Et c'est de Nostalgie qu'Africa numéro 1 décide en fait de me faire appel à moi, et parce que j'étais l'animateur vedette de Radio Nostalgie à cette époque-là, et c'est comme ça que le Kilimandjaro est venu vers moi. Est-ce que tu te rappelles encore de ce que tu avais fait quand on t'a appelé le rap là? Tu te rappelles? Vas-y, fais-nous un peu. Le rap? Oui, ce que tu as fait. C'était marrant. Tu te rappelles, vas-y. Bon, il faut dire que la particularité, moi j'étais plutôt chanteur R&B. Vas-y, fais, Non, mais me demander de chanter comme ça fait un peu bizarre. Vas-y, mais fais le beat. Il y a une chose que j'aimais faire, c'était le beatbox. C'est-à-dire, tu faisais le beat. Yo, yo. Yeah. J'étais très jeune. Ça, c'était vraiment une époque où... tu me fais faire des choses, c'est la vie. Voilà. Non, mais c'est ça. Ça me plaît. Et ton nom, le Montagnard, c'est un Congolais qui t'avait... Oui, c'est vrai. Non, le Montagnard arrivait un peu après. Bon, c'était simplement Phil. Mais c'est quand je monte sur la montagne Kilimandjaro, qui est la plus grande montagne d'Afrique, qu'un célèbre musicien, guitariste congolais, Sek Bidance, me baptise Phil le Montagnard à cause du hit parade Kilimandjaro. Et tous les artistes, Fally Ipupa, Kofi, Mewe, tout le monde a épousé cette appellation. Et bon, c'est resté, et puis voilà. C'est vrai que tu étais un peu comme la plaque tournante de la musique camerounaise africaine. Mais pourquoi je dis camerounaise? Camerounaise, gabonaise, congolaise. C'est normal que tu veux d'abord parler du Cameroun. Je te comprends. C'est un défaut. Cameroun sort de moi. Ouais. Donc, l'ambassadeur de la culture africaine ici à Paris, parce que même les artistes, que ce soit des artistes nigérians, ghanéens, quand ces artistes arrivaient ici à Paris, il fallait d'abord appeler Phil le Montagnard. Absolument, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, à cette époque-là, il n'y avait pas cette facilitation des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ont facilité la carrière artistique de beaucoup. Voilà, c'est-à-dire que les médias traditionnels n'ont plus
l'impact qu'ils avaient auparavant, parce qu'à cette époque-là, lorsqu'on était diffusé sur Africa numéro 1, on avait la chance d'avoir un rayonnement vraiment international. Oui. Voilà, on a vu des artistes comme Fally, que j'ai accompagné dans ses débuts en 2006, quand il sort l'album Droit Chemin, qui a 20 ans aujourd'hui. D'ailleurs, son premier spectacle à Libreville à l'époque, j'avais justement présenté cet artiste et je disais que c'était un artiste qui allait avoir une carrière exceptionnelle. Et aujourd'hui, on voit, il fait le Stade de France, il fait la fierté du continent. Donc, Africa numéro 1 était vraiment à cette époque-là la radio par excellence pour les artistes. Voilà, on va marquer une petite pause et on revient juste après. Juste après. Voilà, on est de retour sur le plateau et bienvenue sur notre podcast Le Rendez-vous. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes. Aujourd'hui, je suis avec mon père, mon patron, mon boss, mon chef. Il est gabonais, je suis camerounaise, mais c'est moi qui suis gabonaise et il est camerounais. Hein, patron? C'est ça, non? C'est comme tu as dit. C'est comme j'ai dit là. Et je vais te poser une question. C'est la question de mon chef. Je te la pose parce qu'il a négocié avec moi pour te la poser. On y va. Et il est journaliste. Hein. Je pense que c'est la raison pour laquelle il veut... Il faut donner son nom. Monsieur Peter. Peter. Très bien. Donc, il aimerait savoir un peu, avoir ton regard sur cette nouvelle génération. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle, il y a les réseaux sociaux, il y a les journalistes radio. Il a l'impression que ce métier meurt un peu. Donc, est-ce qu'on peut avoir ton regard du boss hein? Alors, moi, j'appartiens à la génération du Nagra. Le Nagra, à l'époque, c'était justement un appareil qui nous permettait, c'était des bandes, où lorsque tu partais en reportage, il fallait enregistrer, c'était très compliqué. Oui, mais l'époque où même quand on met la cassette, on avait le bic. on a connu cette époque-là, c'était une époque assez difficile. Aujourd'hui, faut dire qu'avec l'intelligence artificielle, on a presque le sentiment qu'il y a beaucoup d'usurpation, il y a beaucoup de falsification d'une certaine manière et que le métier même de journaliste est en train de mourir. Hein, il faut pas avoir peur des mots. C'est un métier aujourd'hui qui, ma foi, est en danger d'une certaine manière. Les réseaux sociaux ont un peu changé la face du métier de journaliste, hein, parce que grâce à la visibilité des réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou TikTok, on peut très facilement pouvoir se faire une place dans un média traditionnel. On a vu aujourd'hui certaines personnalités qui ont une forte audience sur les réseaux sociaux, avoir des programmes télé, ce qui crée la frustration d'ailleurs chez certains étudiants journalistes qui se disent « mais attends, moi je me suis tapé 5 ans, j'ai déposé mes dossiers partout, je n'ai pas 50 000 vues comme XY qui va être facilement repéré et qui va avoir la place. » Bon, parfois, c'est certains de ces acteurs-là qui manquent de déontologie parce qu'ils n'ont pas justement les bases de journalistique qui s'appuient sur le fait d'avoir une audience très très importante. Moi, je pense que c'est un métier qui va devoir aussi s'adapter avec son temps. On a vu aujourd'hui la plupart des grands médias traditionnels aussi avoir une forte présence sur les réseaux. Hein, c'est-à-dire que je ne vais pas citer des chaînes pour ne pas faire de publicité, mais qui décident aussi de s'adapter avec ce que la nouvelle génération propose, avec ce que les réseaux sociaux proposent. On peut pas avoir une grande chaîne internationale et ne pas avoir des applications, ne pas avoir des éléments pour pouvoir aussi apporter l'information sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec son téléphone, lorsqu'on se réveille, on peut avoir une notification d'une information majeure. On n'a pas besoin de se mettre devant la télé. Moi, j'ai discuté des fois avec des gens qui m'ont fait savoir que ça faisait des années qu'ils n'avaient plus de télévision à la maison. C'est-à-dire qu'avec son téléphone, il y a la télé, avec son téléphone, il peut avoir toutes les informations. Il dit, mais ça ne sert à rien d'acheter un écran pour... Donc voilà, donc le monde a évolué, le monde a changé. Il faut tout simplement, en tant que journaliste, aussi s'adapter à ces nouveaux courants. Hein. Les réseaux sociaux ont révélé beaucoup de talents.
parce qu'il y a aussi des personnes qui ont eu cette grâce, à travers la visibilité médiatique des réseaux sociaux, de pouvoir exprimer leur talent de façon extraordinaire. Et on va un peu parler de ce livre, ton livre. C'est le tout premier parce qu'il y a toute une série qui suivra. C'est ça. Il y a un peu de politique dans le livre. J'ai parcouru un peu le résumé. C'est un livre politique. Ah, d'accord. C'est un livre politique. 30 août, la révolution libératrice, qui parle justement, quand je parle de libératrice dans l'esprit. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique... Et c'est vraiment dommage. On a fait l'amer constat qu'à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, il y a des morts. Comment expliquer que la jeunesse africaine aujourd'hui, qui est très souvent instrumentalisée sur le continent, quels que soient les pays, comment expliquer qu'à chaque fois qu'il y a des rassemblements politiques, il y a toujours des morts? Dès qu'il y a une élection présidentielle, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de tribalisme, il y a vraiment des postures, des discours de haine. Donc, lorsque j'ai justement évoqué cela à travers 30 août, la révolution libératrice, qui parle des élections présidentielles de 2016 au Gabon et 2023, où justement la diaspora a joué un rôle prépondérant, un rôle de dénonciation justement des mots qui minaient la société gabonaise à travers l'ancien régime. C'était très difficile. Aujourd'hui, on voit même qu'il y a beaucoup d'activistes qui dénoncent justement l'inaction de certains gouvernements ou justement des postures très difficiles de certains régimes qui méprisent parfois leur population. Donc il était important de pouvoir, pour ma part, c'est un devoir de mémoire pour toutes les générations. Qu'est-ce qui s'est passé en 2016 ? On a commencé à dénoncer en 2016. Il y avait des rassemblements qui étaient organisés, la place de Tocadéro, la place de la République, devant l'ambassade du Gabon à l'époque. Tu étais au milieu. Exactement. Et donc, je reviens sur cette histoire. Et d'ailleurs, j'ai une invitation prévue au mois d'août prochain à Libreville, plutôt dans la province de Makoko, où je vais avoir l'opportunité de pouvoir parler de ce livre, parce que le 30 août, c'est une journée de commémoration. Le 30 août 2023, où le président Brice Clotaire Oligui Nguema, avec ses frères d'armes du CTRI, ont pris le pouvoir, parce qu'ils avaient compris que les populations n'en pouvaient plus, le peuple gabonais n'en pouvait plus. Et je voudrais vraiment que ce soit un livre qui puisse rappeler à tout le monde, à toute la communauté gabonaise, que nous ne devons plus revivre ce que nous avons vécu en 2016 ou en 2023, où on était vraiment à deux doigts de passer à un niveau supérieur de conflits et de massacres. Donc nous sommes passés vraiment à côté de cela. Ce que moi j'ai apprécié, je vais dire ton nouveau président, parce que moi aussi je suis gabonaise, un autre nouveau président, c'est qu'il est venu avec sa danse. Là, avant, les présidents venaient avec les armes. Avec les ratatatatas sur les enfants d'autrui, mais lui il est venu avec la danse, avec le rap, avec son flow. Il a gagné, c'est passé au calme. Bon, il faut dire qu'il connaît la jeunesse gabonaise. Et lorsqu'on parle de danse, c'était en période de campagne présidentielle. On voit, il n'est pas le premier président à le faire lorsque on est en campagne présidentielle. Non, moi je suis franchement, aux États-Unis, toutes ces danses. Voilà, partout dans le monde. Donc pour séduire l'électorat, parfois, on sait que la jeunesse gabonaise aime beaucoup la musique urbaine. Il est allé dedans et puis. Il a gagné avec ça. Il a réussi à séduire la jeunesse. En tout cas, bravo, monsieur le président, qui aujourd'hui est suivi par les jeunes. Il n'y a pas que les personnes d'un certain âge, non. Il a les fans un peu partout. On dirait même pas, c'est une star. C'est un président, mais star d'une autre façon. Absolument. Star de la danse, star de la musique. Star du rap, c'est d'autres stars. Phil, je vais parler de quelque chose. Je sais que peut-être, ce n'est pas un sujet. Non, je vais tourner ça autrement. On ne va pas s'attarder dessus, tu vois. Mais j'aimerais quand même. Je sais que tu es parti d'Africa Radio. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais ce qui m'a dérangé personnellement, c'est que ce soit en décembre. Un mois qui, pour toi qui es chrétien, est un mois sacré. Le 23 décembre 2023. 23, ouais. Mais
je veux que tu parles aux téléspectateurs de comment ce que tu as ressenti, c'était par courrier, quand tu as ouvert cette enveloppe. Absolument. Bon, il faut dire que depuis l'arrivée de la nouvelle direction, j'avais bien compris que mon profil posait véritablement problème, dans le sens où voilà, j'avais une place extrêmement importante dans cette maison. Je n'osais même pas imaginer partir dans cette maison, parce que j'avais vraiment beaucoup d'ambition pour cette radio. C'est pas qu'il n'y avait pas de proposition extérieure, mais pour moi, Africa numéro 1, Africa Radio, c'était vraiment extrêmement... Il y avait une arme, c'était vraiment central. Aujourd'hui, la radio, elle a perdu son âme. Donc, je ne sais pas, parce qu'il faut savoir que nous sommes toujours dans une période de discussion avec les autorités françaises sur le plan juridique. Donc, il y a des éléments que je ne peux pas évoquer ici. Mais ce qu'il faut dire que ça a été quand même un moment assez difficile. Assez difficile. Pourquoi ? Parce que j'ai fait confiance à la nouvelle direction. J'ai fait confiance aussi à certains collaborateurs qui, ma foi, ont eu à fomenter, parce que j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose qui se tramait derrière, parce qu'on était en train véritablement d'essayer de me pousser à partir. Moi, je réserve encore ce moment-là à travers un ouvrage qui sortira aussi, où je donnerai vraiment les détails de tous ceux qui ont concouru justement à me pousser à partir. J'ai jamais voulu partir de cette radio. C'était un licenciement. C'était un licenciement qui est arrivé et voilà. Donc nous sommes en discussion en ce moment au niveau des prud'hommes pour justement essayer d'éclaircir un certain nombre de choses. Ils ont gardé leur position, ils ont décidé justement de poursuivre. On va aller jusqu'au bout, mais ça a été un déchirement sur le plan non seulement personnel et même par rapport à la communauté, parce que beaucoup dans la communauté n'ont pas compris ce départ brusque, parce que c'était des habitudes, c'était toute une vie, 23 ans dans un média. Il faut savoir que c'était des moments importants, des moments phares. Lorsque le doyen Manu Dibango nous a quittés, il y a quelque chose qui est parti aussi, parce que j'ai senti qu'il y avait une nouvelle vision. Donc, lorsque les nouveaux propriétaires sont arrivés, j'ai compris que mon profil dérangeait beaucoup parce que j'avais peut-être un peu trop de place. Je me répète un peu, mais ça a été des moments extrêmement difficiles. Je t'ai posé la question de savoir ce que tu avais ressenti. Parce que moi, quand tu m'as appelé pour m'annoncer, moi, j'étais dans le métro, j'ai sauté du métro, ouais. La portière s'est refermée sur ma perruque, tu vois, pour te dire, le métro est parti avec ma perruque. Pour te dire à quel point j'étais perturbée. Ouais. C'est vrai que ça a été très perturbant. Beaucoup n'ont pas compris. Donc, permets-moi de réserver encore, on va dire, d'ici la rentrée, parce que nous partons jusqu'en mois de novembre 2026, justement, lorsqu'on aura les conclusions de tout ce qui est en train d'être tramé. Bon, le cabinet qui m'accompagne dans ces différentes procédures m'a demandé de ne pas médiatiser, parce que j'avais commencé plus ou moins. Il y a beaucoup d'associations de journalistes aussi qui étaient prêts à attaquer et à m'accompagner. Il y a même Mediapart aussi. Il y a du monde, il y a vraiment du monde, parce que je ne suis pas la seule personne qui a été plus ou moins victime de cela. Mais ce qui me déçoit dans l'ensemble, c'est surtout que ça a été orchestré en sourdine, et il y a une pièce maîtresse qui a joué un rôle très important. Je suis sûr qu'il va regarder cette séquence et qu'il va se reconnaître forcément, qui a joué ce rôle-là, et qui aujourd'hui, je vais pas l'en vouloir, comme on dit, on met toujours les choses entre les mains de Dieu. On laisse tout à Dieu, et puis on verra, tout simplement. Bon, peut-être que c'était aussi de cette manière-là que Dieu avait décidé de m'emmener à tourner la page, parce qu'il faut savoir que ce média avait une place extrêmement importante dans ma vie, et je remercie le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il m'a vraiment ouvert les yeux aussi sur pas mal de choses. Et je remercie parce qu'aujourd'hui, je suis dans une
trajectoire beaucoup plus dynamique, beaucoup plus importante, même sur le plan professionnel, sur le plan des affaires, sur le plan politique aussi. Donc, il y a une multiplication d'invitations. Aujourd'hui, je travaille, j'ai le portefeuille de plusieurs membres du gouvernement gabonais, avec qui que j'accompagne via Tiana Media. Exactement, oui. Qui est mon agence de communication. Nous avons des rendez-vous extrêmement importants. D'ailleurs, il y a le prix d'excellence de l'étudiant africain qui va se tenir donc, le 27 juin au stade Pierre de Coubertin. Alors, je ne sais pas à quel moment va être diffusé ce podcast. On va s'arranger. Donc voilà, c'est des rendez-vous solennels comme ça. J'ai eu l'occasion d'être reçu par le président de la République aussi, au Gabon. Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé Tu m'aimais avant, tu ne m'aimes plus. Donc, il y a des choses assez importantes qui se mettent en place. Mais bon, c'est vrai que le personnage d'homme de radio est toujours présent, mais aujourd'hui, Phil n'est pas que médiatique, il est aussi politique, il est aussi dans le monde des affaires. D'accord, alors ton mot de fin, parce que là c'est la fin de ce... Mon mot de fin, je te remercie, c'est la vie. Je vois que tu es devenu encore plus sexy. Je me débrouille, Qu'est-ce qui s'est passé vraiment quand je regarde la jeune femme-ci? Tu as vu, non? Tu commences à sortir. Non, je suis très content. Dans tous les cas, je te félicite aussi, parce que même si c'est vrai qu'on ne s'est pas vu depuis un moment, mais tu fais un travail aussi... tu t'inspires de l'actualité et je te remercie de m'inviter, de m'avoir donné la parole, voilà, tout simplement, et puis de continuer à pouvoir accompagner tous ceux qui font la fierté de notre continent ici au niveau de la diaspora. Merci patron. C'est moi. Voilà, c'était notre podcast Le Rendez-vous sur Quotient Live. Aujourd'hui, j'étais avec mon boss Phil Le Montagnard. C'est comme ça, c'est mon boss, je ne peux pas faire autrement. Zéro humilité. J'ai un boss gabonais. On va faire comment? Le Gabon a le pétrole. Je suis obligée de négocier un peu. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes. Merci à l'équipe technique et à lundi prochain.